Trois sujets sport ce soir. On évoquera donc le cas de nouveaux sélectionneurs provisoires des éperviers juniors. On parlera également de l'Espagne et ses affrontements violents en marge du Classico à Barcelone. Et puis le mondial des clubs, Liverpool qui a battu Monterrey et rejoint le Flamengo. En finale, c'est avec Samuel Takpa. Bonsoir. Bonsoir, mon cher ami. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Le premier sujet, nous restons au Togo. La sélection nationale junior a un nouveau patron. Le comité exécutif de la Fédération togolaise de football a trouvé un successeur à Ivy Ekwevi, qui est décédé en novembre dernier. L'instance fêtière a jeté donc son dévolu sur Nyeni Sebabi, ex-coach principal de l'AS OTR, un club d'élite du Togo, le président de l'association des entraîneurs de football qui occupera donc ce poste de façon provisoire et missionné à poursuivre la constitution d'une sélection nationale des U20 capable de défendre honorablement les couleurs nationales dans les compétitions auxquelles elle prendra part. Samuel Takpa, est-ce que le profil de Nyeni Sebabi correspond au cahier de charge? Je peux dire oui. Oui, parce que c'est un entraîneur expérimenté. Et il a beaucoup fait pour le football togolais en matière d'entraîneur. Il a beaucoup bourlingué à l'intérieur du pays. Il a entraîné des clubs et surtout l'OTR, qui est un club de renom au Togo. Et bon, voilà, il est actuellement aussi le président de l'association des entraîneurs du Togo. Et donc, voilà, pour moi, c'est un monsieur qui peut faire valablement la chose. Maintenant, tout dépendra des moyens qu'on met à sa disposition. On sait déjà que l'ancien sélectionneur, qui est trépassé d'ailleurs, Ivy Ekwe, a commencé un travail de titan. Il a voyagé à travers le pays du nord au sud pour dénicher des talents. Maintenant, c'est par rapport à son cahier de charge. Est-ce que tout ce qui est mis à la disposition de Ivy Ekwe sera mis à la disposition de Nyeni Sebabi? Je ne sais pas, puisque c'est cela le réel problème du football togolais. C'est un problème de personnes, c'est un problème aussi de moyens. Quelquefois, on voit aussi le visage de la personne avant de pouvoir mettre véritablement les moyens. Pour moi, le profil, oui, la fédération est partie chercher un homme d'expérience, un homme qui, je l'ai déjà dit, a montré beaucoup de bonnes choses. Maintenant, ça revient à ce monsieur aussi de véritablement montrer à la fédération de quoi il est capable et à la fédération de pouvoir mettre les moyens à sa disposition pour qu'il puisse faire le travail. Est-ce qu'il a au moins du palmarès? Oui, palmarès en tant que tel, non. Mais on peut le dire. Mais on sait qu'avec l'AS OTR, il a déjà gagné quelque chose. Il a déjà entraîné des clubs de renom au nord du Togo et puis au sud du Togo. On peut dire que tous les clubs qu'il a eu à prendre, il a véritablement montré de caractère. Il est arrivé à propulser de jeunes joueurs. Il s'est appesanti véritablement sur les cadors de certaines équipes dans lesquelles il est passé pour pouvoir construire une équipe de ce nom. Et donc pour moi, palmarès, peut-être oui, mais pas trop. Ben, je pense que par rapport à son expérience, il peut valablement apporter à l'équipe nationale. Mais si on le met sur une même balance, par exemple, que Ivy Ekwevi, certainement Ivy Ekwevi pèse plus que lui. Sans doute, parce que ce qui fait au fait le poids de Ivy Ekwe, c'est non seulement sa participation à la Ligue européenne des champions avec l'AS OTR, mais comment il a pu gagner le championnat avec ce club. Sa manière de transmettre le message dans les vestiaires, il pèse lourd. Et vous verrez que beaucoup de joueurs ont peur, dans un bon sens bien sûr, de ces entraîneurs parce qu'il a un nom. Quand vous prenez des entraîneurs comme José Mourinho, ce sont eux, José Mourinho, Pep Guardiola, ce sont eux les véritables stars dans leur formation. Donc à Ivy Ekwe, là aussi, avec l'AS OTR, avec même Asco de Kara. Voilà, donc pour moi, c'est vrai que ces deux hommes au profil différent, mais Nyeni Sebabi aussi a quelque chose à faire valoir. Et c'est quoi les ambitions aujourd'hui pour la sélection nationale junior? La sélection nationale junior,
Je pense que l'objectif numéro 1, c'est de pouvoir fournir des joueurs à la sélection Fanion. D'ailleurs, c'est l'objectif de toute sélection nationale junior. Maintenant, participer aux compétitions sous-régionales et aux compétitions africaines, pourquoi pas aux compétitions mondiales. Maintenant, moi, je ne vais pas aller trop vite en besogne parce que moi, je le dis, on n'a pas aujourd'hui les moyens pour pouvoir viser haut. Il faut toujours commencer dès la base. Donc, pour moi, l'objectif, c'est le football togolais, le football à la base. Il faut aller chercher des joueurs de ce nom et des joueurs qui ont l'âge réel pour pouvoir faire le football. Parce qu'aujourd'hui, pour faire le professionnel dans le football, il ne faut pas aussi tricher sur les âges. Aïvi Ekwe a été, on ne peut plus sérieux sur ce point. Il faudrait que Nini Sebabi aussi le fasse. Maintenant, jouer les compétitions sous-régionales, comme je l'ai déjà dit, et puis africaine, avant de viser le haut niveau, qui est cette compétition mondiale. En termes de moyens, par exemple, qu'est-ce qu'il faut mettre à sa disposition pour qu'il fasse le job? Il faut, en termes de moyens, vous savez que pour pouvoir faire le football moderne aujourd'hui, il faut de l'argent. C'est d'ailleurs le nerf de la guerre. Maintenant, il faut mettre de l'argent, pas de l'argent à outrance, bien sûr, mais le peu de moyens que cette sélection, nécessitera, il faut mettre ces moyens à sa disposition. Il faut aussi, pour pouvoir faire le football, il faut les équipements de ce nom. Et puis, les matchs amicaux, c'est très important. Parce que, vous savez, la ligne de démarcation, j'allais dire, entre nous et les nations, certaines nations, c'est que ces nations arrivent à négocier des rencontres amicales. Le Togo n'arrive pas à le faire. Maintenant, il faut ça. Qu'est-ce qui cloche là-bas? Ce qui cloche, on vous parlera de moyens. Moyens au niveau de la fédération, et la fédération indexera sans doute l'État. Voilà. Mais je comprends aujourd'hui qu'on a tellement de sport au Togo et tout ce qu'on met à la disposition du football est lourd, mais je pense qu'on peut mieux faire. On peut mieux faire. Et donc, il va falloir penser à cela. Pas forcément penser en termes matchs amicaux au niveau de l'équipe nationale Fanion, mais aussi penser à l'équipe nationale junior pour pouvoir permettre à ces jeunes de pouvoir peser face à certaines nations de ce Nord. On peut commencer par certaines nations africaines, le Nigeria, le Ghana à côté, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, et puis l'Afrique du Sud. Et puis pourquoi pas essayer de négocier certaines rencontres avec les équipes sur le plan européen, comme la France. On sait que la France, en matière de formation, le football à la base, c'est le haut niveau, la Hollande et autres. Alors finalement, Nini Sebabi, on peut miser sur lui? Oui, on peut miser sur lui par rapport à son expérience, par rapport à son vécu, par rapport aussi à la manière dont il transmet le message. Moi, je le connais très bien. C'est vrai que je ne suis pas trop proche de lui, mais je le connais. C'est quelqu'un qui a de bons discours. On peut miser sur lui. Maintenant, tout dépendra, comme je l'ai déjà dit, des moyens qu'on met à sa disposition. Second sujet, nous partons tout de suite pour l'Espagne. On va évoquer ces affrontements violents en marge du Classico à Barcelone. Le Classico, on le sait, c'est une vitrine médiatique avec plus de 600 millions de téléspectateurs. Et c'est un match de football donc, qui a opposé le Real Madrid au FC Barcelone sur le... Et donc, on fait le sel du championnat espagnol. Également, les indépendantistes radicaux catalans de la plateforme Tsunami Démocratie ont voulu la saisir en convoquant plusieurs actions mercredi 18 décembre à l'extérieur du Camp Nou, protégé par un important dispositif policier visant à éviter tout incident dans les alentours du stade. La situation donc a rapidement dégénéré. La manifestation convoquée depuis des semaines sur les réseaux sociaux a débouché sur de nombreuses scènes de violence, bien qu'à peine 5000 personnes aient répondu à son appel à la mobilisation. C'est quel message, d'abord, on le voit, hein, c'est une scène qui montre que entre le football et la politique, la frontière est très ténue. Oui. Mais c'était quel message les indépendantistes voulaient faire passer justement à travers la visibilité qu'offrait ce Classico? Oui, un message sans doute d'autonomie. Maintenant, pour moi, c'est un message qui est mal transmis. On sait déjà que entre le FC Barcelone et le Real Madrid, ça a été toujours cette tension sportive et puis cette tension politique. Vous savez tous que le FC Barcelone incarne la Catalogne,
qui se veut indépendante, et puis le Real Madrid qui incarne Madrid politiquement. Maintenant, sur le plan sportif, c'est normal, c'est deux équipes qui ont toujours envie de mieux faire sur le plan espagnol, être sacré champion dans la Liga Española et puis la Coupe del Rey. Et puis en Europe, on voit l'envie là de ces deux formations qui veulent mieux faire. C'est-à-dire, chaque année, on voit le FC Barcelone qui veut aller au-delà, et puis le Real Madrid aussi, qui veut montrer que voilà, je suis le chef sur le plan européen, notamment la Ligue européenne des champions. Maintenant, sur le plan politique, comme je l'ai déjà dit, le problème a commencé depuis Franco, où il y a eu cette volonté de certains Catalans, des indépendantistes, qui veulent quand même avoir une certaine autonomie. Sauf que Madrid a toujours refusé. Ces tensions ont été, si on peut le dire, acerbées depuis quelques moments avec l'arrestation de l'un des leaders indépendantistes. Carlos Puigdemont. Voilà. Et puis récemment, je pense que la justice européenne a frappé fort et a affiché, si on peut le dire, cet échec face à la justice espagnole en donnant raison à l'un des leaders indépendantistes catalans. Et donc, pour moi, ces tensions ont pour objectif, côté catalan, de réclamer avec une certaine véhémence cette volonté d'indépendance. Sauf que Madrid a toujours refusé. Maintenant, ces tensions, malheureusement, vont de pair avec ce qui se passe actuellement par rapport au football. C'est dommage parce que pour moi, le football transmet des messages. Et quand vous voyez le match, ça n'a rien donné en termes de score, 0 but partout. Mais à côté de cela, on a vu aussi des tensions de certains qui veulent l'indépendance. Pour moi, ce problème doit être forcément réglé par la justice européenne. Et à l'allure où vont les choses, ça va être on ne peut plus difficile. Alors finalement, on dira que ça a été plus chaud à l'extérieur qu'à l'intérieur du stade. Oui, ça a été plus chaud, comme on l'a déjà dit, avec cette tension. Voilà. Parce que l'intérieur, ça n'a pas donné grand-chose, 0-0. C'est pas ce à quoi les gens s'attendaient non plus. Oui, en termes score, ça n'a pas donné grand-chose parce que forcément, on voulait des buts en tant que, sportif. Quand on est sorti pour regarder un match de football ou bien on a scotché à la télévision pour suivre, on veut des buts, surtout que Messi est là et puis Benzema, l'homme a tout fait aujourd'hui du Real Madrid aussi est là. On a envie de voir du beau football et justement par ce football on veut des buts, on n'en a pas eu. Mais est-ce qu'il y a du spectacle, du beau spectacle sur le terrain? Oui, vous savez, les matchs entre le Real Madrid et le FC Barcelone ont été toujours des matchs sous tension. Non seulement on l'a vu dehors, mais aussi sur le terrain. Cette tension n'implique pas forcément le beau spectacle. Quand vous voyez les matchs qui se sont toujours déroulés, il y a tension entre Sergio Ramos, le capitaine du Real Madrid, et puis Gérard Piqué, qui défend avec une certaine véhémence les acquis de la Catalogne. Quand vous voyez, par exemple, Messi, qui est toujours accroché par Sergio Ramos en défense, les tensions au milieu du terrain, Sergio Busquets au niveau du FC Barcelone, Modric ou Casemiro. Donc souvent ce sont des matchs à tension, et ce qui ne donne pas forcément un spectacle de football. Mais au-delà de tout, vous savez, ce sont les buts qu'on a envie de voir. C'est vrai que CR7 n'est pas là aujourd'hui pour offrir des buts. Messi est là pour en offrir. Mais l'autre fois, ça a été un match tout simplement terne. Est-ce que, quand on regarde un peu on fait la lecture de ce match, on doit dire, c'est vrai que je ne sais pas si mes chiffres sont bons, mais depuis 12 matchs, le Real ne perd plus, si je me fie à mes notes. En tout cas, le Real, on a vu qu'il a un peu douté à un certain moment de son histoire. Résister ainsi face à Barcelone, c'est un exploit? Oui, pour moi, c'est un exploit, surtout que le match se jouait au Nou Camp. Même si Zidane, depuis qu'il est arrivé sur le banc du Real Madrid, n'a pas perdu au Nou Camp. Il a perdu à domicile
face au Real, 3-0, je me souviens très bien. Mais au Nou Camp, il n'a pas encore perdu. Il a gagné et puis il a fait des matchs nuls. Oui, pour répondre concrètement à votre question, je pense que c'est un exploit parce que le Real a eu des moments difficiles. On a déjà connu tout ce que le Real a gagné, non seulement sur le plan espagnol, mais aussi sur le plan européen. À un certain moment, il y a eu un relâchement, si on peut le dire, inconscient de la part de ces joueurs qui ont tout gagné. Modric, Casemiro, Benzema et autres, ils ont tous connu la gloire. Et donc voilà, je pense qu'ils ne s'affichent plus dans cette volonté d'aller gagner. Et ça ne vient pas d'eux. C'est un relâchement inconscient. Et puis il y a eu le départ de CR7, Cristiano Aveiro Ronaldo, qui a faussé carrément les plans du Real Madrid. Et puis, il y avait aussi le départ de Zidane qui est revenu. Et il y a eu une succession, si on peut le dire, d'entraîneurs. Et puis, Zidane est arrivé pour assainir les choses. Zidane a l'habitude de s'appesantir sur Cristiano Aveiro Ronaldo. Malheureusement, il ne l'a plus. Et donc, forcément, c'est un discours nouveau qui doit passer sur le banc du Real Madrid. Ça a été difficile, non seulement pour Zidane, mais aussi pour le Real Madrid dans son ensemble. Parce que, voilà, on a eu aussi des échos de certains transferts qui ne sont pas faits. Il y a des joueurs comme Jovic qui sont arrivés, qui n'ont pas eu à jouer. Voilà, et Zidane, à un moment donné, lui aussi a douté. Il y avait eu des critiques, notamment même en Ligue européenne des champions, où le Real a été accroché même par les Suisses. Et donc, à un moment donné, je pense que le Real a pris les taureaux par les cornes. Zidane, en fait stratège, est en train de revenir en puissance. Et ce match contre le FC Barcelone, pour moi, ça a été un exploit. Parce que moi, forcément, je n'attendais pas à ce match du Real Madrid. Durant les premières minutes de la rencontre, c'est le Real qui dominait. Malheureusement ou heureusement, ça dépend. Le Real n'est pas arrivé à marquer. Au fini, 0 but partout. Pour moi, ça arrange plus la Maison Blanche. Ou bien c'est le Barça qui n'a pas brillé. Oui, quand vous voyez les pourcentages, ça va en faveur du Barça. Sauf que dans des phases de jeu, le Real aussi a dominé. Le Barça, vous savez, depuis, si on peut le dire, un certain temps, n'arrive plus à briller. Et surtout sous l'ère Valverde, il faut le dire. Valverde a, si on peut le dire, a enterré l'identité du jeu du FC Barcelone. Quand vous voyez le FC Barcelone, c'est un jeu plein de technicité, plein d'entrain, plein d'efforts. Malheureusement, certains côtés énumérés ont été enterrés par Valverde. On peut comprendre que lui aussi, voilà, il a sa stratégie. Il a gagné la Liga espagnole avec cela. Malheureusement, il n'arrive pas depuis quelques saisons à propulser le club vers la Ligue européenne des champions. C'est d'ailleurs l'objectif, non seulement de Messi, mais aussi des dirigeants du club depuis quelques saisons. Ils ont été battus par le club de la Louve, la Roma, l'année surpassée. Ils avaient gagné à domicile 2-0, si je me souviens très bien. Ils ont été chicotés par la Roma, 3-0 au match retour. Et l'année passée, ils avaient gagné aussi 3-0 au Nou Camp, ligoté par Liverpool au match retour. Et donc pour moi, aujourd'hui, Valverde est sous la sellette. Il faut dire que s'il n'arrive pas à qualifier cette formation, au moins en demi-finale, voire en finale de la Ligue européenne des champions, pour moi, c'est une banqueroute pour lui. Et donc pour moi, il enterre carrément l'identité du jeu du FC Barcelone. Troisième sujet, le mondial des clubs. Liverpool qui a battu Monterrey et rejoint donc Flamengo en finale. Liverpool s'est défait donc des Mexicains de Monterrey mercredi en demi-finale du mondial des clubs organisé à Doha au Qatar et affrontera donc samedi les Brésiliens de Flamengo dans un remake de la finale de 1981 pour le titre intercontinental. Naby Keïta et Roberto Firmino ont permis aux Reds de l'emporter face à une équipe joueuse de Monterrey amenée donc par l'Argentin Rogelio Funes Mori. Liverpool, comme d'habitude, aujourd'hui il faut parler de Liverpool toujours en lui attachant les victoires parce que le club en multiplie tellement. Mais quand on suit un peu le match avec Monterrey, ce n'était pas le Liverpool qu'on attendait, surtout pour un club qui n'était pas du même acabit que lui. Oui, forcément, et ça peut s'expliquer sur plusieurs facteurs, parce que Liverpool a pris la rencontre en cours, c'était à partir des demi-finales.
on connaît déjà cette règle où certaines équipes, notamment de l'Europe et de l'Amérique latine, prennent des compétitions à partir des demi-finales. Ça a été le cas aussi de Flamengo qui a joué la demi-finale et s'est qualifié pour la finale. Sauf que l'équipe que Liverpool avait en face, Monterrey, a déjà joué quelques matchs. Et donc voilà, si on peut le dire, à quelques minutes, voire heures de compétition plus que le Liverpool. Et puis Liverpool est arrivé avec voilà, le tacticien allemand, Jürgen Klopp, qui a remanié carrément l'équipe. On a mis Sadio Mané sur le banc, on a mis Firmino, qui a donné la victoire au Red de Liverpool sur le banc. Bref, les cadors, Jorginho Wijnaldum, le capitaine, le Hollandais, tout ce beau monde était sur le banc. Je pense que, voilà, Jürgen Klopp pensait que la tâche serait comme du beurre. Malheureusement, il s'est trompé. Voilà, les Mexicains ont été un peu plus tenaces. C'est Liverpool qui a ouvert le score par le truchement de l'Africain, Nabil Keita, le Guinéen. Et puis, une minute plus tard, Fures a égalisé. Et à partir de ce moment, c'est une équipe qui a senti véritablement que, voilà, on peut jouer le coup. Et qui a dominé, si on peut le dire, sur des actions nettes, les Reds de Liverpool. Et il y a eu des détentes un peu plus extraordinaires du capitaine, du gardien plutôt de Liverpool, Alisson Becker, qui a sauvé sa formation. Sinon, les Mexicains avaient quand même l'opportunité de pouvoir scorer et de pouvoir mener. Vous savez, c'est aussi cela, la cour des grands. Vous pouvez dominer une rencontre de football, mais quand les expérimentés arrivent, ils arrivent à faire la différence. Jürgen Klopp a bien vu, il a mis Sadio Mané, il a fait rentrer Sadio Mané et quelques minutes plus tard, le Brésilien Firmino qui est arrivé à faire la différence. Donc, victoire au forceps qui doit forcément dire quelque chose à Liverpool, qui doit revoir ses plans forcément avant la finale contre les Brésiliens de Flamengo, qui eux aussi ont un peu souffert devant Al Hilal. C'est Al Hilal d'ailleurs qui a ouvert le score et puis Flamengo est arrivé à égaliser, à marquer le deuxième but et puis un troisième but. Pour moi, ça va être une grande finale et Liverpool doit faire énormément attention. Ça veut dire que Klopp, quand on voit un peu quand même ce qu'il a aligné comme équipe dès le départ de la rencontre, il a pris le match d'en haut. Ben, vous savez, Klopp a encore des compétitions à jouer. Il y a la Première Ligue anglaise, il y a la Ligue européenne des champions, il y a les différentes coupes là-bas en Angleterre, même s'ils ont été éliminés sur une. Donc, c'est plusieurs compétitions en vue. Donc, voilà, c'est aussi une stratégie. Il faut ménager certains. Mais vous avez peut-être raison, parce que quand on voit le niveau du football mexicain et puis le niveau de ce club Monterrey et puis le niveau de Liverpool, ces deux mondes, si je n'exagère pas un peu, voilà, il y a l'écart entre ces deux formations. Et donc, pour Klopp, avec ceux-là qui sont sur le terrain, en première partie, on peut facilement faire la différence. Sauf que ces Mexicains, sur tous les compartiments du jeu, ont été on ne peut plus tenaces. En défense, ils ont véritablement gêné Mohamed Salah, l'Égyptien, et au milieu du terrain, ils ont tenu. Et puis en attaque, comme je l'ai déjà dit, ils pouvaient scorer. Et ça ne veut pas dire aussi que Klopp n'a pas de, j'allais dire, n'a pas de banc. Il a de bancs. Il a de bancs. Oui, parce que s'il aligne ceux-là et qu'ils ne sont pas capables de faire le job, il faut que ce soit les grands qui reviennent pour que donner la victoire. Ça montre que les réservistes, c'est pas vraiment ça non plus. Le souci, c'est que le banc forcément ne joue pas chaque fois. Et surtout les grandes compétitions comme les cadors, Sadio Mané, Mo Salah le font. Maintenant, quand on vous aligne pour certaines rencontres, vous devez faire preuve d'abnégation et d'entrain. Ils l'ont fait, sauf qu'ils n'ont pas le niveau des cadors. Donc, moi, je peux dire que Liverpool a aujourd'hui le banc. Mais maintenant, si on veut comparer ce banc à un club de renom comme Manchester City, là-bas en Angleterre, c'est quand même un monde différent, parce que Manchester City, les Sky Blues, c'est quand même le banc en profondeur. C'est ce qui leur a permis d'avoir le titre de champion l'année écoulée. Mais on peut dire que sur certaines compétitions, Liverpool a le banc. Samuel Takpa, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est un plaisir. Nous allons observer la pause. Le journal, 10 minutes, et regards croisés juste après.